Bonjour à tous, j'ai pas fait January, je sais pas quoi là, le mois de janvier sans alcool. On n'a pas fait ça ici. En revanche, on peut dire que j'ai fait le Januarids. Voilà, on commence l'année par un terrible jeu de mots pour rendre hommage à l'humour de cette chaîne, mais je peux vous dire que ça faisait longtemps que j'avais pas passé un si bon mois au niveau littéraire en termes de lecture, parce que j'ai lu près de 14-15 livres, je ne sais plus exactement lesquels. Ça a été un super mois de lecture, j'avais hâte de vous en parler. Eh bien c'est parti, générique, et après je vais vous présenter tous les livres que j'ai lus en ce mois de janvier, le fameux Januarids. Et je vais commencer par un livre que je n'ai pas ici physiquement parce que je l'ai lu sur ma liseuse. C'est la première fois que je lisais un Franck Tilliez et j'ai commencé par le tout début, par Train d'enfer pour Ange Rouge. Et ça a été un très bon début, j'ai adoré. Je vais vous mettre ici avec le montage. Mais j'ai adoré Train d'enfer pour Ange Rouge. Enfin, j'ai adoré. C'est un peu particulier de dire ça parce que c'est vraiment assez glauque et c'est terrible. Les détails qui sont décrits, c'est le commissaire Charcot, dont la femme d'ailleurs a été kidnappée, enfin en tout cas a disparu quelques mois auparavant. Il ne sait pas où est-ce qu'elle est. Il ne sait pas du tout si elle va revenir, si elle est en vie, si elle a été kidnappée justement. On ne sait pas du tout. Et en fait va arriver une affaire assez sordide d'un corps de femme retrouvé, mutilé, enfin bref, avec des choses affreuses qui avaient été faites par le criminel en question. Et une sorte de jeu de piste va se lancer parce que le criminel va être une sorte de pervers narcissique en plus parce qu'il va laisser des indices. Et on va avoir une ambiance assez incroyable entre Paris, la Bretagne, et avec le mauvais temps, la pluie, plusieurs cadres différents. Et ce commissaire Charcot qui est assez attachant et qui en même temps, plus l'enquête avance et plus il se dit merde, j'espère que ma femme n'a pas non plus été victime de ce criminel en série parce qu'on va avoir d'autres corps qui vont être découverts. Un vrai jeu de piste, une enquête criminelle cohérente où on comprend les indices qui sont disséminés et que le commissaire Charcot va essayer de retrouver petit à petit. Ça a marché parce que vraiment ça m'a glacé. Alors, certains détails, certaines scènes et ce commissaire Charcot et la fin, enfin voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a donné envie, pas tout de suite, mais ça m'a donné envie de lire de nouveau un roman de Franck Tilliez. Je ne vous l'avais pas dit, mais ce mois de janvier a non seulement été un bon mois de lecture, mais en plus il m'a permis de remplir plusieurs déjà des travaux d'Adrien. Parmi les 20 travaux d'Adrien de cette année 2026, j'ai rempli plusieurs travaux, dont lire une pièce de théâtre. Bien oui, j'ai déjà lu une pièce de théâtre avec Anton Tchekhov, La Cerisée, aux éditions Babel chez Actes Sud. J'ai été émerveillé. Voilà, ça fait longtemps qu'on m'en avait parlé de celui-ci. Je vous le montre bien pour que vous ayez les références, la couverture. Enfin, vraiment, je vous conseille cette édition parce qu'en plus, il y a des annexes, plus une lecture et un texte à la fin de l'une des traductrices parce que c'est Françoise Morvan et André Markovitz qui l'ont traduit. C'est une très très bonne traduction. C'est l'histoire de cette femme qui revient des années après dans son domaine, le domaine de son enfance, sauf qu'un domaine endetté, elle n'a pas les moyens de le garder. En plus, dans cet endroit, lorsqu'elle était, eh bien, son fils de 7 ans s'était noyé dans la rivière à côté. Bref, que de drames qui entourent et que de nostalgie également qui entoure cette pièce. C'est la pièce de la nostalgie, du regret, de cette femme qui va être obligée, qui se dit que de toute façon c'est inéluctable, elle va être obligée soit de le vendre, soit de le louer, et de se séparer surtout de cette cerisée où elle a tant de souvenirs, où elle a vu sa mère, sa grand-mère se balader le long des cerisiers, et c'est magnifique, il y a plein de nostalgie, du temps qui passe, et en même temps de cette inéluctabilité de se dire je vais devoir le vendre parce qu'on n'a pas les moyens de le garder. Elle aimerait bien, mais en même temps, c'est quelque chose qui l'a fait souffrir de se dire je ne peux pas l'assumer, je ne peux pas assumer de garder cet endroit, et pourtant j'y ai tant de souvenirs. C'est magnifique, très très émouvant, vraiment. Il y a une sorte de nostalgie, de douceur dans cette pièce. J'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Donc j'avais adoré La Mouette de Tchekhov, mais j'ai adoré également La Cerisée de Tchekhov. J'ai également lu deux nouvelles de la comédie humaine de Balzac. Alors je vous montre ma Pléiade, le tome 2 de ma collection La Pléiade. J'ai lu La Grenadière et Le Message. Le message, je vous en ai déjà fait une vidéo. Je ne sais pas si je l'ai encore publié au moment où cette vidéo va sortir. En revanche, la Grenadière, c'est sûr, je ne l'ai pas encore faite la vidéo. Deux petites nouvelles assez insignifiantes dans l'histoire de la comédie humaine, mais dans lesquelles on retrouve inéluctablement, malgré tout, quelques thématiques communes à la comédie humaine. Je peux pas dire que j'ai adoré, j'ai pas détesté non plus, mais je trouve que bon, c'est assez lambda. C'est bien, hein, il y a toujours la langue de Balzac et certains passages assez incroyables, notamment dans la Grenadière, plus que dans le message. Mais bon,
Ça m'a pas plus transcendé que ça. Mais on continue la lecture de la comédie humaine et le prochain va être un peu plus long. Là, c'était vraiment 2 très courts que j'avais lus en tout début du mois de janvier, donc La Grenadière et Le Message. Salem de Stephen King, je sais qu'il faut le prononcer comme ça, je vous montre à l'écran le livre, donc moi j'ai lu dans cette édition, livre de poche, la nouvelle édition qui qui a refait toutes les grandes œuvres de Stephen King. Oui, on retrouve l'ambiance de Stephen King, mais pour le coup, j'ai beaucoup moins aimé que Carrie, le premier livre que j'avais lu, que j'avais vraiment adoré. Là, bon, déjà, il revisite l'ambiance de le mythe de Dracula. On sent que c'est un hommage à Dracula, et c'est une sorte de se dire, je vais faire Dracula dans les années 70, dans le Maine. C'est un homme, écrivain à succès, qui revient dans sa ville et qui veut écrire sur des choses bizarres qui se passent dans sa ville et qui vont devenir encore plus avec l'arrivée d'un homme un peu mystérieux. Enfin bref, on va voir vraiment un parallèle et une sorte de remake, j'ai envie de dire, de l'histoire de Dracula. Et déjà que je suis pas très fan de Dracula, vous le savez, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. J'aime pas trop. Voilà, les histoires de vampires, tout ça, c'est pas trop mon truc. Donc, le fait de se dire que c'était ça, j'étais pas forcément dedans. Voilà, ça m'a pas. Oui, je peux comprendre qu'il a pu effrayer certaines personnes, qu'il ait pu faire peur, mais moi pas du tout. Parce qu'encore une fois, le mythe du vampire, et vu que je connais Dracula, et que ça suit quand même plus ou moins une sorte de trame assez proche du Dracula de Bram Stoker, je connaissais un peu, et on a vraiment des personnages qui s'en rapprochent. Donc voilà, je me suis un peu ennuyé. Je sais que ça va en étonner certains, parce que beaucoup m'ont dit Salem, c'est presque mon livre préféré de Stephen King, mais moi pas du tout. Voilà, pour le coup, les 2 que j'ai lus de lui pour l'instant, 22 novembre 63 et Carrie, je les ai largement préférés à Salem. Bon. Et puis en plus, je trouve que ça met trop de temps à se mettre en place. Alors on m'a dit que c'était normal avec Stephen King. Bon, j'espère quand même que ça va un peu plus se mettre en place assez rapidement dans le prochain, parce que voilà. Le prochain, je crois que c'est Shining, mais je suis pas sûr. Bon, je vérifierai. Mais on verra. Voilà. En tout cas, Salem, c'était un peu long pour ce que c'était, et vu que ça parlait de vampires, j'ai pas trop aimé. Le prochain que j'ai lu dans le cadre du book club, j'avais lancé ce petit défi sur Facebook, beaucoup l'ont relevé et je les en remercie. Vous pouvez d'ailleurs, c'est l'occasion de vous dire de rejoindre, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette page Facebook, c'est assez incroyable. Je me souviens qu'en novembre dernier, c'est-à-dire il y a à peine 2 mois, je vous remercie parce que je suis tombé sur ce message, les gens, d'être 5000. Vous étiez 5000 sur la page Facebook, aujourd'hui vous êtes plus de 33 000. Vous avez bien entendu, plus de 33 000, et plus les mois avancent, et je veux dire, c'est assez dingue ce qui se passe sur cette page Facebook. Je vous mets des petites vidéos, des petites capsules inédites chaque jour sur cette page Facebook, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, et avec Adeline, parce qu'on le tient vraiment tous les deux. Là pour le coup, la page Facebook, c'est vraiment on le tient, c'est elle qui écrit les textes, en fait, c'est vraiment notre page Facebook commune. On est vraiment ravis de voir son succès, et donc j'avais lancé ce petit défi, lire un livre de Romain Gary. Moi j'avais décidé de lire ce livre que je n'avais jamais lu de Romain Gary, Clair de femme, et c'est vrai que c'est triste. Il y a beaucoup de tristesse dans ce livre, beaucoup de nostalgie là aussi, de cet être perdu. Un homme qui va comme ça percuter une femme dans la rue, et en fait les deux vont apprendre à pas s'aimer, mais à retrouver le goût de l'amour, à s'aider, à s'entraider. Lui vient de perdre sa femme, qui n'avait plus envie de souffrir de sa longue maladie, et elle a perdu son enfant dans un accident de voiture dans lequel était impliqué son mari, qui est encore en vie, mais qui est devenu presque une sorte presque de fantôme. Il n'arrive plus à s'exprimer correctement, et déjà qu'elle ne l'aimait plus trop, mais là c'est encore pire avec la mort de leur enfant. Et en fait, les deux êtres viennent vraiment, ça vient vraiment de leur arriver, surtout lui, il vient vraiment de perdre sa femme, qui vient de se suicider, qui vient de mettre fin à ses jours. Et pendant toute une nuit, ils vont rencontrer d'autres personnages et ils vont essayer de retrouver goût à la vie et de retrouver l'espoir. C'est en même temps beaucoup d'espoir, mais beaucoup de tristesse et de lassitude et de fatigue dans ce livre. Et c'est à la fois triste, poétique et drôle, comme toujours chez Romain Gary. C'est pour ça que j'adore Romain Gary. Deuxième défi que j'ai relevé, j'avais relevé une pièce de théâtre, vous vous en souvenez, et bien également un livre dont vous êtes le héros. Donc ça fait 2 défis déjà relevés dans ce mois de janvier. Je commence bien, je commence mieux l'année que l'année dernière. Frankenstein le maudit. J'adore Frankenstein déjà, le roman de Mary Shelley, beaucoup plus que Dracula. Voilà, moi je suis beaucoup plus Frankenstein que Dracula. Et donc j'avais trouvé un jour chez un bouquiniste au centre-ville de Rennes, et je l'ai fait du coup. Vous pouvez choisir entre être soit la créature qui s'est échappée, soit être le docteur Frankenstein. J'ai décidé d'être le docteur Frankenstein. Et je ne vous en dis pas plus, parce que je me suis filmé en direct, en train de la faire. Vous vous souvenez, pour les plus fidèles de cette chaîne, il y a quelques temps, quelques mois, peut-être même un peu plus d'1 an, j'avais déjà fait un livre dont vous êtes le héros, je crois que c'était sur la Révolution.
Ça avait été une catastrophe, voilà, mais vraiment une catastrophe. Donc c'était un peu ma revanche, le retour, voilà, le retour du héros pour le retour du roi, hein, dirait Tolkien. J'ai essayé donc de faire en direct cette aventure. Vous saurez en regardant la vidéo si j'y suis arrivé ou non, si j'ai vaincu ma malédiction, parce que c'est une vraie malédiction ce qui m'était arrivé, ou non, on verra. En tout cas, deuxième défi relevé et je me suis éclaté. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri. Troisième défi relevé, ça ne s'arrête plus. Voilà, 3 travaux déjà de relevé au seul mois de janvier. Et il y en a 12 des mois. Vous voyez comme c'est bien parti. Hein. Là, l'année 2026, j'ai décidé de la prendre à haut le corps. Donc la classe de neige, Emmanuel Carrère. Et c'est Dieu Emmanuel Carrère. Voilà, je ne peux pas trop vous en dire davantage. Je vous laisse le découvrir. Un enfant va en classe de neige. Il n'a pas trop envie d'y aller. En plus, son père va décider de l'amener. Parce qu'il ne fait pas confiance dans le transport collectif. Donc déjà, lui, ça le met mal à l'aise par rapport aux autres élèves qui vont un peu se moquer de lui. Et puis en plus, en repartant, le père oublie de redonner et de donner surtout son sac avec les affaires au fils. Une situation presque banale, vous allez me dire. Avec Emmanuel Carrère, rien n'est banal. Et vous allez voir que de cette petite situation vont découler plein de tensions, d'incertitudes, de peur chez ce jeune Nicolas. En plus, avec ça, à quelques kilomètres du chalet, une affaire sordide d'un enfant retrouvé mort va encore plus faire monter la peur. Et lui qui se retrouve là, sans affaire, moqué par les autres, qui va être de plus en plus malade. La classe de neige qui vire au cauchemar. Voilà. Donc pourquoi un des travaux réalisés ? Parce que dans les travaux, il y a lire un livre qui a été primé. Alors, un petit défi bonus que je me suis lancé, mais qui est bonus, donc je ne suis pas sûr qu'on va y arriver au passé. Et lire 12 prix littéraires. Donc ça, on verra si on va y arriver au courant de l'année, mais peu importe. Le défi, c'était de lire un livre qui a été primé, qui a reçu un prix. Et il a reçu le prix Femina en 1995. Donc c'était dans la liste des prix que notre ami Pavel du Discord avait relevé. Donc ça y est, un autre défi de relever. Une pièce de théâtre, un livre dont vous êtes le héros, et un livre primé, donc prix Femina, La classe de neige, d'Emmanuel Carrère. J'ai lu des essais, plus d'essais peut-être que d'habitude là aussi dans ce mois de janvier, donc je suis vraiment content, c'est vraiment le retour des bons bilans à l'ancienne et ça me fait plaisir. J'ai lu un livre chez Passé Composé de Raphaël Dohan, Faire de la France une démocratie. Je vous le mets bien en écran pour voir s'il vous intéresse. C'est très court, ça se lit en une soirée, mais c'est passionnant. Et ça m'a donné envie de m'entretenir avec Raphaël, que j'ai déjà reçu pour 2 autres de ses livres. Ça m'a donné envie de le recevoir une 3e fois sur mon podcast, et peut-être que je vous le mettrai ici lorsque l'entretien, parce que je ne suis pas d'accord avec tout. Pour autant, c'est passionnant. Il estime que la France ne sera pas une démocratie tant qu'il n'y aura pas un usage régulier et singulier des référendums. Il explique tout ça dans ce livre. Pourquoi ? Comment, et en s'inspirant de qui, et en faisant comment avec la Constitution française actuelle. Pas besoin de changer de régime selon lui, pas besoin de grands bouleversements. De manière assez simple, les politiques peuvent mettre en place une véritable démocratie, parce qu'il explique fort justement, là pour le coup, qu'une véritable démocratie, c'est lorsque le peuple assure directement l'exercice du pouvoir. La démocratie représentative, pour le coup, n'est pas ce qu'on appelle une véritable démocratie, ce qui n'est pas un mal en soi. Il explique juste que si on veut être une véritable démocratie, on peut aller encore plus loin et ça permettrait de débloquer le système actuel parce que ça semble assez évident. Là, tous les constitutionnalistes sont d'accord sur ça. La situation telle qu'elle est actuellement est bloquée et elle n'est pas prête de s'améliorer pour le coup. Et donc, il propose une solution qui a ses qualités et qui a ses défauts. Le prochain, c'est mon grand coup de cœur de ce mois de janvier. Vraiment, pas très connu, dans une maison d'édition pas trop connu non plus, ça s'appelle Quartier Libre. Le livre s'appelle Le regret des astres de Simon Fuleda, ou Fuleda, là, je ne sais toujours pas la prononciation, mais quel chef-d'œuvre. Enfin, là j'insiste, franchement, c'est mon coup du cœur de ce mois de janvier. Et vraiment, pour moi, je le sais déjà, un de mes coups de cœur de l'année, j'ai adoré. Ce narrateur qui se réveille un jour, qui vit dans un tout petit appartement où avant il vivait avec ses parents, maintenant il vit dans une petite dépendance à côté. Il travaille dans une épicerie avec un patron qui est un ami de la famille, qui accepte de le prendre et avec qui il a des bons rapports. Il est à la fois plutôt intelligent, assez lucide, mais parfois assez naïf et assez candide sur le monde qui l'entoure. Et un jour, il lève les yeux comme ça, et il n'y a plus d'étoiles. Enfin, il se lève, plutôt le soir d'ailleurs, je dis n'importe quoi, mais un jour, il se rend compte qu'il n'y a plus d'étoiles. Plus du tout d'étoiles dans le ciel. Et le pire, c'est que les autres s'en fichent complètement. C'est-à-dire qu'il en parle aux autres, ils font oui, bon ben ça va, il n'y a plus d'étoiles, tu vas pas non plus en faire une galaxie. Jeu de mots complètement personnel, hein. C'est pas dans le livre ça, je vous rassure. Et il dit, c'est quand même une catastrophe, vous vous rendez compte, les étoiles, c'est le symbole de plein de choses. Et oui, c'est le symbole de plein de choses. Et c'est là que ça devient génial. Poétique,
lumineux, parce que les étoiles, ça représente tellement de choses dans l'histoire, de manière métaphorique. Il y a plein de choses comme ça en rapport avec les étoiles. Aussi un côté écologiste, forcément, sur la planète, sur la pollution, mais aussi à partir du moment où les pouvoirs publics et d'autres personnages vont commencer à s'emparer de ce sujet, parce que les gens vont pas rester longtemps indifférents, eh bien on va voir comment les gens, comment l'être humain s'empare de certaines questions et comment les dérives arrivent rapidement. Encore une fois, j'ai vraiment adoré parce que c'est plein de poésie. Il y a des scènes absolument merveilleuses. Les personnages qui vont l'entourer sont vraiment vrais. On a l'impression d'être dans la vraie vie et en même temps d'être dans une sorte de conte parce que les étoiles qui disparaissent, évidemment, on est dans l'ordre du fantastique. Et j'ai adoré. Vraiment, l'histoire est simple, les personnages qu'ils rencontrent sont simples, mais c'est cette simplicité qui est géniale, qui est si difficile à trouver. Parfois, on se dit que c'est la complexité qui va faire la qualité d'un livre. Pas du tout. Très souvent, en fait, les grands classiques, les grands chefs-d'œuvre, parfois on se dit, ah ben, en fait, ça semble simple à écrire comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Ça semble simple comme ça, mais on sent un véritable travail, un vrai talent d'écrivain derrière. Je vous encourage à vous le procurer parce que malheureusement, vous ne le verrez pas forcément dans vos librairies. C'est pas forcément celui qui sera mis en avant dans les rayons. Et pourtant, je pense qu'il le mérite. Donc c'est pour ça que je le mets vraiment en avant et que j'insiste. Et le style est incroyable. À la fois parfois une certaine vulgarité, une certaine simplicité dans son style, et puis des phrases d'une luminosité incroyable. D'ailleurs, Adeline, pour une petite capsule que j'ai faite en partenariat avec French Press, parce que vous savez que je suis toujours membre et chroniqueur pour French Press Media, le média qui, depuis les États-Unis, met en avant l'actualité littéraire francophone. J'avais fait une petite chronique sur ce livre, et Adeline avait accepté de lire un petit extrait. Je vais vous le mettre, là, juste la petite capsule, je vais vous mettre un extrait pour que vous l'écoutiez. On a toujours vécu avec. On ne s'imagine pas qu'elle puisse se dissoudre dans une grande tache d'encre noire. Il y a des présences qu'on pense éternelles, des évidences qu'il paraîtrait impudent d'interroger. C'est aussi pour ça qu'on a eu tant de mal à leur faire prendre conscience, au début. Voilà, incroyable. Eh bien, ça s'appelle donc Le Regret des Astres par Simon Fouleda aux éditions Quartier Libre. Prochain livre que j'ai lu pendant ce mois de janvier. Les gens se disent, mais il a beaucoup lu, comment c'est possible? Vous savez, c'est des livres qui se lisent quand même assez vite, pour le coup, et j'ai consacré pas mal de soirées, même Adeline aussi a pas mal lu pendant ce mois de janvier. On a consacré pas mal de soirées à la lecture, le matin aussi. Il y a eu des livres audio, par exemple Salem de Stephen King, je l'ai beaucoup écouté en livre audio. Et donc, en fait, c'était possible, en ayant consacré peut-être un peu plus de temps que d'habitude, des soirées, et ça se lisait. Là, j'ai lu J'écrirai votre histoire de Claire Léost aux éditions JC Lattès. Et j'ai beaucoup aimé aussi. C'est sur un métier tout à fait particulier, quelque chose que j'ignorais, qui est en fait le métier de biographe hospitalière. C'est une femme, Olga, qui va aller dans les hôpitaux et qui va aller dans un service très spécial, qui est le service des soins palliatifs, donc l'endroit où les gens savent que s'ils y entrent, c'est pour ne jamais en sortir. Malheureusement, c'est parce que c'est bientôt la fin. Et cette Olga n'est pas du tout médecine, elle n'est pas chirurgienne, elle ne peut pas sauver leur vie, elle ne peut pas rajouter des années à leur vie, mais elle peut rajouter de la vie à leurs derniers mois, à leurs dernières journées, parce qu'elle va écrire leur vie, elle va raconter leur histoire. Ils vont lui raconter leur vie, ils vont lui raconter leur souffrance, leur luminosité, ce qui leur est arrivé de génial, mais aussi les cicatrices qui peuvent également avoir été présentes dans leur vie, et elle va écrire ça. Et en fait, ça va leur faire un bien fou de se dire, moi aussi, je laisse une trace derrière moi. Je ne pars pas, je ne disparais pas complètement, j'existe encore à travers ça. C'est un message évidemment très humain derrière ce livre, toujours bien écrit, comme toujours avec Claire Léost, un rythme assez haletant, elle arrive toujours à mettre en place des bouleversements, des révélations, et puis derrière tout ça, malgré tout, il y a aussi une sorte de l'idée de se dire, l'hôpital ne peut pas être qu'une gestion comptable et financière. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire c'est de l'argent gaspillé parce que, entre guillemets, elle sert presque à rien. Eh bien, cette vision utilitariste, elle est balayée par, justement, l'histoire de cette Olga, qui s'inspire d'une histoire vraie. Et c'est une sorte de leçon qui nous est à tous adressée. La vision utilitariste, uniquement comptable, financière, parfois doit s'effacer et parfois doit être remise en cause par ce genre d'histoire. Donc, J'écrirai votre histoire, ce n'est pas seulement un roman, c'est aussi, je dirais, une leçon, pas de vie, mais malgré tout quand même. Pour tous ceux qui ont à gérer, on sait que les établissements scolaires sont en crise financière, les EHPAD sont tous en déficit. Enfin, il y a plein d'établissements comme ça dans le domaine sanitaire et social
où l'on pourrait se dire, bah, tout doit être dans l'utilitarisme. Eh bien non. Voilà. J'ai déjà discuté, moi, avec des directeurs d'EHPAD qui me disaient, avoir un animateur social, ça nous semble comme ça inutile, mais en fait, non. Ça sert non seulement aux patients, aux usagers, mais également aux employés qui sont là. Et c'est ce que l'on voit également dans ce livre. Donc j'ai beaucoup aimé et je vous encourage à le lire. J'écrirai votre histoire de Claire Léost. Ah, Frank Buys. Frank Buys, je ne l'avais jamais lu non plus. Vous voyez, c'est un peu le mois des découvertes. Entre toutes de Frank Buys aux éditions de Frank Buys, pas Frank Buys, pardon, pardon. Entre toutes de Frank Buys aux éditions Albert Michel. Une très belle découverte que la plume de ce Frank Buys qui est absolument génial. Il écrit vraiment très très bien. On me l'avait conseillé plusieurs fois, mais je n'y avais pas encore été. Eh bien, je ne regrette pas. Il va raconter l'histoire de sa grand-mère et l'histoire en même temps, pas que de sa grand-mère, mais aussi de son arrière-grand-mère. Alors c'est quelque chose qui on a eu pas mal dans cette rentrée littéraire, quelqu'un qui va retracer l'histoire de ses ancêtres, notamment féminins. On a eu pas mal ça dans cette rentrée littéraire. Mais là, comme avec Kolkhoz d'Emmanuel Carrère, là c'est très très bien fait. Et on a cette force des femmes qui ont une sorte de malédiction dans ce livre parce que les hommes les abandonnent assez vite. Pas par leur faute, soit par la guerre, soit par des accidents, soit par autre chose, vous verrez. Je ne dis pas dans le sens où les hommes les abandonnent volontairement, mais les accidents de la vie font qu'elles sont abandonnées, elles doivent s'en sortir toutes seules, elles le font merveilleusement bien. La Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, là aussi, sont abordées d'une manière différente de celle qu'on a l'habitude de lire. Et j'ai adoré, voilà. J'ai adoré Frank Buys, entre toutes, donc aux éditions Albert Michel. Un autre essai que j'ai lu de Frédéric Hermel, c'est ça la foi, aux éditions Fayard. Un essai dans lequel il essaye d'expliquer sa foi, sa conception de la foi. Qu'est-ce qu'il entend par la foi, son lien avec la religion catholique, avec la chrétienté, également avec la religion juive. Il va expliquer ça dans plusieurs chapitres de son livre. Il va expliquer que très jeune, il a ressenti la présence de Dieu, il va l'expliquer comment, puis il s'en est un peu éloigné, évidemment sans perdre complètement la foi, pour ensuite avoir une sorte de retour vers la chrétienté, vers la religion, vers l'âge de 50 ans, vers la cinquantaine. Et en fait, il va expliquer plein de choses sur ce qu'a représenté la foi dans sa vie, ce qu'elle continue de représenter, sur la présence au quotidien pour lui de la religion, en quoi c'est important. Il va également avoir certains avis sur le pape actuel, le pape précédent surtout, et celui d'avant, Benoît XVI. Il va avoir également des regards politiques sur certaines choses qui vont être intéressantes. On n'est pas forcément obligé d'être chrétien, d'être croyant pour apprécier ce livre, parce qu'au contraire, c'est intéressant de voir comment un homme, de manière sincère, va presque se mettre à nu devant nous et va nous expliquer pour lui c'est quoi la foi. Eh bien, c'est ça, la foi. C'est ce qu'il explique dans ce livre. Et ce que j'ai trouvé remarquable, au-delà de son style, parce que vous savez, j'avais lu Un jour j'ai été heureux de Frédéric Hermel, je l'avais reçu en entretien d'ailleurs pour ce livre, et je lui avais déjà dit que j'aimais beaucoup son style, très sensible. On sent un homme très sensible derrière son écriture, on le ressent encore plus peut-être dans ce livre. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la foi, chez lui, est très liée à la nostalgie, à la mémoire, à la famille. Et puis il y a une certaine ruralité aussi. On sent tout ça. Et j'aimerais bien lui demander, si un jour je m'entretiens avec lui à propos de ce livre, est-ce qu'il ressent la même chose vis-à-vis de la foi catholique, la même puissance lorsqu'il est en ville, parce qu'il le dit, qu'il habite en ville aujourd'hui, est-ce qu'il ressent la même puissance lorsqu'il n'y a pas cette odeur, cette ambiance de la campagne, et lorsqu'il est en ville? Et c'est intéressant parce que je trouve que c'est beaucoup lié à la ruralité, à son enfance, à la nostalgie, à une certaine France de sa jeunesse, de son enfance, qui est liée indubitablement à son histoire personnelle, familiale, qui est terrible, qui raconte très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, je vous le dis, si vous n'êtes pas croyant, si vous vous dites, bon, la foi, un homme qui raconte sa foi, bon, non, au contraire. Ça peut vous permettre de mieux comprendre les autres, de ne pas forcément être d'accord sur tout, mais surtout de mieux comprendre les autres. Et c'est ça, la puissance de la lecture. C'est de comprendre l'autre et de ne pas rester enfermé dans ses convictions ou justement quelque chose qui pourrait nous faire dire c'est ça la foi, c'est pas pour moi. Si, je pense que c'est aussi pour vous. Et puis pour ceux qui y êtes croyants, je pense que vous vous retrouverez beaucoup dans ce livre. Donc c'est ça la foi de Frédéric Hermel, c'est un bon conseil que je vous fais aux éditions Fayard. On passe du coq à l'âne là pour le coup, parce que le prochain, c'est un livre complètement à hurler de rire. J'ai beaucoup ri et je crois que c'est l'objectif de ce livre.
Là, pour le coup, j'en ai échangé avec lui, il le sait, c'est pas de la grande littérature, il ne veut pas écrire à la manière de Balzac, ou même de Frédéric Hermel, ou de Franck Bouys, de Simon Fouleda, mais c'est une écriture simple, presque parlée, mais qui s'affine. Là, pour le coup, vraiment, on sent quand même du travail derrière. C'est pas juste écrit, allez, je vais mettre un week-end, je vais écrire. Non, il y a véritablement du travail derrière. Et il se prend quand même au sérieux pour faire rire. Parce que vous savez, faire pleurer, un peu comme au cinéma, je vais pas dire que c'est facile, mais c'est quelque chose qui semble presque évident. Parce qu'il y a certaines thématiques, certaines situations avec un peu de musique qui peuvent un peu être les ingrédients de quelque chose pour sensibiliser les gens. Faire rire, c'est beaucoup plus difficile sans tomber dans le grotesque. Et ça, c'est Louis de Funès qui disait ça. C'est extrêmement difficile de faire rire. Charlie Chaplin aussi le disait. C'est l'une des choses les plus dures à faire. Et il y arrive, Laurent Chiambretto. Avec le tennis en plus, parce qu'il est passionné par le tennis. Ça s'appelle Belle de match. Jeu de mots presque aussi puissant que mes jeux de mots. Hein. Laurent Chiambretto, on se reconnaît entre amateurs de jeux de mots. Pas forcément un compliment que je lui fais là, mais il est bien plus drôle que moi. Et donc, c'est édité aux éditions 6e, entre parenthèses S. Alors, est-ce que c'est un rapport à 6e parce qu'il faut gagner en 6e jeu normalement pour gagner en 7, sauf si évidemment, enfin, exception. C'est un homme qui va tomber amoureux d'une femme, comme ça, dans la rue, va avoir un coup de foudre. Il la voit rentrer assez vite dans un club de tennis. Lui, il a été bon plus jeune au tennis. Dans sa jeunesse, il a été un joueur de tennis classique. Et il va se dire, je vais me remettre au tennis pour la fréquenter, pour la côtoyer. Et c'est là que vont commencer les choses très drôles, les quiproquos, les situations à hurler de rire. C'est vraiment très drôle. Une comédie romantique, une romance, diront certains. Mais franchement, ça marche. Voilà. Parce qu'en plus, lorsqu'on est passionné de tennis, on retrouve plein de choses. Il y a un moment donné, il y a un match qui est génial. Un match, un double, qui est incroyable. Voilà. Ça m'a rappelé mes belles heures, mes belles années de tennis. Parce qu'il faut le savoir, je l'ai déjà dit là aussi dans une petite capsule pour French Press, mais il faut le savoir que lorsque j'étais jeune, j'ai été champion départemental de tennis quand même. Ce qui n'est pas rien. Bon, évidemment, pas de première division, mais quand même, j'avais été champion départemental de tennis. J'ai retrouvé, évidemment, l'intensité de mes heures de gloire là-dedans. Plus sérieusement, j'ai vraiment beaucoup ri. Je peux pas vous donner des exemples, mais il y a des quiproquos quand même. Et en fait, à chaque fois, il va passer et on se dit, mais merde, c'est pas possible. il va quand même. Vous voyez ce que je veux dire, il y a des moments comme ça dans les livres, dans les films où on rit et où on oublie presque qu'on est. Voilà. Et je lisais ça en même temps que Romain Gary, je lisais ça en même temps que Stephen King. Et ça me faisait du bien, c'était une sorte de pause. Et même, honnêtement, le dernier soir, je me le suis lu d'un coup, parce que j'avais vraiment envie de connaître la fin. Vous voyez, parfois, c'est bien aussi de juste se divertir, de pas trop se prendre la tête et de rire. Et on rit beaucoup avec ce livre, et je regrette pas du tout de l'avoir lu. Donc, merci à Laurent Chiambretto de m'avoir parlé de son livre, parce que ça m'a permis de passer un très très bon moment grâce à lui. On arrive au dernier livre de ce mois de janvier, un essai, une biographie historique aux éditions Passé Composé, Jacques-Louis David, l'empereur des peintres. Une biographie excellente par l'excellentissime David Chanteran, qu'un historien que moi j'aime beaucoup. À chaque fois qu'il s'accroche, à chaque fois qu'il s'empare d'un sujet, il le rend passionnant. J'ai déjà lu 2-3 de ses livres, à chaque fois j'aime beaucoup. Donc il raconte la vie tout simplement de ce Jacques-Louis David, que l'on connaît pour des peintures très célèbres, par exemple le Sacre de Napoléon. Il raconte l'histoire de ce tableau, de la façon de le recomposer, de le modifier. Vous savez que le Sacre est sorti finalement, a été terminé en 1808. Ça par exemple c'est quelque chose que j'ignorais 4 ans après la cérémonie. Fallait attendre. Hein. Aujourd'hui, vous vous mariez, les photos, vous les recevez 2-3 semaines après par le photographe. Là, il a fallu attendre 4 ans pour avoir ce tableau du Sacre avec cette célèbre anecdote d'avoir rajouté la mère de Napoléon qui n'était pas présente au moment du Sacre parce qu'elle était en froid avec la femme de Napoléon, Joséphine. Mais il y a plein d'autres anecdotes, plein d'autres analyses passionnantes. Il est aussi connu pour le passage du col Saint-Bernard, je vous le mets ici, de Napoléon majestueux sur son cheval. Il raconte la véritable histoire dans ce livre. Des analyses de plein de tableaux, et on sent que David Chanteran est un grand passionné non seulement d'histoire, mais aussi de l'art, parce que il analyse merveilleusement bien des tableaux. Au milieu du livre, vous allez avoir la représentation de plusieurs de ces tableaux. Pas tous, donc vous pouvez être à côté avec Internet à chercher les tableaux pour avoir face à vous, je trouve que c'est toujours plus intéressant, face à vous, l'image de ce qu'il est en train de décrire et d'analyser, et je trouve ça génial. Donc j'ai beaucoup aimé cette biographie, ça va être ma dernière lecture de ce mois. Jacques-Louis David, l'empereur des peintres. Si vous êtes intéressé par l'histoire et par la peinture, par les arts, foncez, lisez David Chanteran, l'empereur des peintres, Jacques-Louis David. On arrive à la fin de ce bilan du mois de janvier, donc on arrive à 14-15, je ne sais plus exactement combien.
Je me suis régalé pendant ce mois. N'hésitez pas, vous, à me dire combien de livres vous avez lu, enfin peu importe combien, qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce qui vous a marqué. Puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur cette chaîne des mémoires d'Adrien. N'oubliez pas également de vous abonner ici sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram si vous avez Instagram. On a dépassé, écoutez-moi bien chers amis, ça fait depuis 4-5 ans que les mémoires d'Adrien ont commencé, on a dépassé en prenant tout en compte les 100 000 abonnés. Époustouflant et presque intimidant. C'est génial. Et pour fêter ça, comme je l'ai annoncé précédemment, et j'ai déjà reçu des messages de gens me disant hâte et ravi d'avoir eu cette annonce. Pour fêter ça, très bientôt, on va avoir un nouveau concours de nouvelles sur cette chaîne des mémoires d'Adrien. Mais ce ne sera pas 100 000 caractères, je vous rassure. Je suis en train de réfléchir aux modalités. Prenez soin de vous, lisez des livres et à très très vite sur cette chaîne des mémoires d'Adrien. Et on se quitte avec le fameux Papageno Papagena. Au revoir.